J'ai rarement assisté à une table ronde aussi agréable à gérer parce que, premièrement, les 4 intervenants ont tenu les temps, mais surtout, chacun d'eux a apporté une brique à l'objectif que nous nous étions fixés. Et ça, je trouve ça absolument remarquable. Je vais les citer, ces 4 objectifs que j'ai rencontrés dans vos 4 présentations. Pas dans l'ordre de présentation, vous verrez pourquoi je mets en dernier le premier. Total nous a apporté la dimension stratégique de l'IA dans l'industrie, et ça, c'était quelque chose d'assez fantastique, avec 1 ou 2 questions qui seront à poser ensuite. Sanofi nous a apporté le problème du traitement du grand nombre, et ça, c'était absolument évident dans cette présentation, et très agréable, et c'est aussi un des problèmes liés à l'intelligence artificielle. Solvay nous a amené sur un autre terrain, sur le détail de la manip. Et ça aussi, c'était nécessaire. On était resté sur des choses un peu générales. On est rentré sur le détail de l'utilisateur de la manip dans un laboratoire, de l'utilisateur de l'IA pour résoudre un problème lié à la chimie, puisque c'est un petit peu ça qui nous amène. Et puis le premier, lui, il nous a amené sur un autre terrain. Il nous a amené sur les limites extrêmes et personnelles de l'utilisation de l'IA. Je dirais presque, c'est Big Brother qui va choisir votre partenaire maintenant. Et ça montre un petit peu une autre dimension de l'intelligence artificielle, une intelligence, j'allais dire, presque morale, sur laquelle il faudra peut-être réfléchir, qui peut s'appliquer à plein d'autres domaines, mais là, c'est un domaine extrêmement personnel sur lequel on est allé. Voilà, je crois, c'est pourquoi j'ai été vraiment très intéressé par cette présentation. Maintenant, on a une petite demi-heure pour les questions, et donc je vais prendre la première question dans la salle. Ah, voilà, là devant. Oui, vas-y. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations qui étaient vraiment très intéressantes et vraiment montré le potentiel de l'IA dans différents domaines. Moi, j'aurais juste une question un peu par rapport au deep learning, parce que vous avez tous beaucoup parlé du machine learning. Donc, il y a eu une intervention sur l'intérêt du deep learning. Et quel va être le positionnement futur par rapport au deep learning, où vous pensez qu'on va rester sur une utilisation plutôt du machine learning et que le deep learning sera du cas par cas? À qui tu adresses la question? À tout le monde? Moi, je peux répondre très opérationnellement par rapport au projet qu'on gère. Pour nous, il n'y a pas d'ordre hiérarchique entre les algorithmes. Pour nous, c'est une boîte à outils, et puis le deep learning est très efficace dans certains cas, et dans d'autres, ça marche beaucoup moins bien que des algorithmes qui ont pu être montrés, comme des forêts aléatoires ou autres. Donc nous, dans les projets que j'ai traités avec mon équipe, on a à peu près, je pense, 30% des cas fonctionnent avec du deep learning. Donc globalement, là où ça marche très bien, c'est vision artificielle, traitement du langage naturel, un peu série temporelle, mais quand il y a des gros historiques. Voilà, donc c'est dans la boîte à outils, mais c'est ni mieux ni moins bien. En tout cas, dans des cadres généralistes. Après, peut-être dans certains cas, il y a des réponses différentes, mais... Moi aussi, hein, j'adhère à la réponse qui vient d'être donnée, c'est-à-dire on prend tout ça comme une boîte à outils, c'est-à-dire en fonction des problématiques que l'on a réglées. Si on est plus sur du database, on va prendre un tel type d'outil. Si on est plus sur du physics base, on peut évoluer sur d'autres outils. Et on mixte l'ensemble des deux. Donc, de toute façon, pour moi, ces outils vont évoluer. C'est à peu près sûr. Et donc, je ne pense pas qu'il y en a un qui est plus un futur que l'autre, en fonction des applications. Une autre question? Oui, là-bas. Présentez. Attendez, il y a un micro qui arrive. Merci. Bonjour. J'ai une question à M. Schigo. C'est mon ancien responsable de chimie, hein, c'est juste pour ça. On fait le screening depuis très longtemps, screening biologique, screening virtuel. La tendance pendant 10, 20, 30 ans, c'était tester toujours de plus en plus de molécules. Mais parfois, il fallait faire un compromis sur la qualité et prédictivité des tests pour y arriver, donc les résultats étaient parfois mitigés. Là, tu as parlé des librairies virtuelles de 10 puissance 20 molécules, qui est vertigineux, et des méthodes de calcul qui vont 10 000 fois plus vite. Mais est-ce que la prédictivité est meilleure? Si tu sélectionnes à la fin, par exemple, 100 molécules pour être synthétisées, est-ce que ça représente simplement une plus grande diversité?
où vraiment la qualité des molécules synthétisées sont meilleures du point de vue activité admise, etc. Merci Joseph. En fait, l'intérêt d'avoir des outils comme j'ai présenté via Akemia, c'est qu'on peut faire de nombreux calculs précis au départ, et ce n'est pas pour autant qu'on peut faire des calculs d'affinité sur des milliards de molécules. En fait, ce qu'on fait, c'est en 2 étapes, c'est-à-dire que des premiers calculs faits précisément sur quand même un panel de molécules plus important que ce qu'on faisait à l'époque, permet de faire un modèle ensuite, un modèle sur lequel ensuite on va screener le reste de la collection. Tu vois, donc on fait un modèle précis pour screener ensuite le reste de la collection. C'est comme ça que ça évolue en fait, pour garder la précision en la mettant pour avoir une précision sur le plus grand nombre de molécules. C'est en 2 étapes. Est-ce que je peux vous poser une question à ce propos? Je répondrai demain. Est-ce que vous n'avez pas... Il me semble qu'en utilisant cette procédure, vous risquez de passer à côté de nouveaux concepts. Par exemple, est-ce qu'en utilisant ces procédures de recherche, vous auriez trouvé le vaccin ARN? Question. Alors moi j'ai d'habitude de répondre à ce type de questions en disant c'est pas ce qu'on loupe qui compte, c'est ce qu'on a. Et on ne peut pas toujours baser des processus de recherche pour être sûr de tout racler, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. On est obligé de... Oui, mais ce n'est pas un risque Il y a des risques partout. Les méthodologies qu'on met en place sont des méthodologies qui permettent d'obtenir tel type de résultat. Et tant pis si ça ne marche pas sur telle ou telle approche. C'est vrai que, bon, évidemment... Je ne parlais pas du tout dans ce sens-là. Je voulais dire, je pris cet exemple, mais je parlais du concept. On risque de passer à côté de concept en particulier. Oui, mais tant qu'on a... Parce qu'avec la chimie, on peut remodifier de toute façon après coup, si ça peut répondre, mais ce qui compte, c'est les points de départ que l'on a, est-ce qu'ils sont suffisamment intéressants pour aller jusqu'au bout. C'est pas grave, à mon sens, de ne... Si on oublie des champs. Si on oublie des choses, parce qu'on ne peut pas tout couvrir. C'est des choix tactiques, stratégiques, comme vous voulez, mais c'est des choix. Oui, mais il faut bien l'expliquer à celui qui donne la monnaie au-dessus qu'on ne couvre pas tout. Oui, tant qu'on arrive... Comme il n'y a pas de solution, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Comme il n'y a pas de solution précise, in fine, tant qu'on arrive avec des médicaments qui sont suffisamment proches du cahier des charges établi au départ, on a réalisé notre mission. D'accord. D'autres questions dans la salle? Oui, là. Merci beaucoup pour votre présentation. Je rebondirai peut-être sur la présentation, la dernière présentation. Étant moi-même formulateur et j'utilise dans le cadre de ma thèse ces méthodes-là très prometteuses. Mais du coup, vous avez montré un peu le métier d'un formulateur dans un laboratoire R&D. Mais du coup, c'est quoi le métier de chimiste demain? C'est parce que maintenant, je fais tourner un algo, il me donne des matières premières, il sait les formuler, il sait les évaluer et il trouve la formule. Du coup, maintenant, c'est quoi mon métier? C'est de contribuer effectivement à faire en sorte que les modèles soient prédictifs. Donc, c'est dans cet équilibre de nos recherches entre la formulation, nos connaissances de physico-chimie, les data scientists, les gens qui créent aussi des modèles QSAR pour la prédiction de biodégradabilité. Donc je pense que le futur de notre métier, il se situe à l'interface. Et de trouver de nouveaux concepts. Surtout. Oui. Et de trouver de nouveaux concepts aussi, parce que ça, la machine learning, il ne vous apprendra pas les nouveaux concepts, c'est à vous ensuite de l'utiliser pour de nouveaux concepts. Donc le métier existe toujours. D'autres questions? Oui, Paul? Si elle me pardonnait, je poserais bien une question de nouveau à Amandine, un peu impertinente. Je le fais parce qu'elle est dans le prolongement de la question qui vient d'avoir lieu. Après tout votre travail, tout le travail qui se dépense en l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui d'ailleurs est extrêmement intéressant au point de vue technique, quel sera le résultat final? Est-ce que les cheveux des gens seront plus propres ou est-ce qu'il y aura moins de chimistes chez Solvay?
ne va pas répondre. Oui pour la première, non pour la deuxième. Ça y est, elle a répondu. Excusez-moi, vous n'êtes pas obligé de répondre. Si, mais elle a répondu. Elle a dit oui pour le premier et non pour la deuxième. Non, mais est-ce que c'est un problème général? Parce qu'effectivement, il y a des raccourcis qui existent au top management de nos compagnies qui consistent à dire je prends de l'intelligence artificielle, le résultat je le fais faire en Inde ou en Chine, et puis voilà, il n'y a plus besoin de chimistes médicinaux en particulier. Ça, c'est un raisonnement qui existe, on lutte contre ça. Nous, on préfère utiliser le mot augmented intelligence que artificial intelligence, c'est-à-dire qu'en fait... Oui. Ouais, c'est pour ça que en fait le challenge maintenant c'est de combiner notre connaissance humaine avec ces outils et c'est là parce que les outils finalement ils sont biaisés au départ, c'est ce que je disais, c'est qu'ils sont biaisés au départ par la connaissance qu'on a mis nous-mêmes et donc il y a encore la place à mon sens pour toute la connaissance humaine, la diversité en chimie parce que finalement ces modèles, ces algorithmes génératifs ne sont pas si créatifs que ça. Ils font beaucoup de structures, mais il manque une ouverture sur des solutions qu'un chimiste médicinal auquel un chimiste médicinal peut penser, mais que l'outil génératif ne propose pas. Parce qu'il reste dans les espaces, il reste autour de l'espace qui lui a été imposé au départ. Une question là-bas? En fait, c'est plus une remarque qu'une question. Un corps humain, ça consomme 100 watts pour tout faire. Donc le cerveau consomme une fraction de ces 100 watts pour faire toute l'intelligence qu'il fait. Et l'intelligence artificielle consomme plutôt des kilowatts, des mégawatts, des gigawatts. Et on a des terabits de données qui consomment des gigawatts et des terawatts. Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus sur est-ce que c'est durable l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est pas durable? Rebelote. En tout cas, moi, je peux répondre. Je pense que la question, elle est très bonne et il faut se la poser. Donc, je pense que ça répond aussi notamment. C'est un complément de réponse à la toute première question sur pourquoi est-ce qu'il vaut mieux faire du deep learning ou autre chose. Je pense qu'il y a déjà. C'est des choses qu'on prend en compte dans la stratégie de modélisation. En fait, d'avoir un principe de parcimonie. Finalement, on préfère. Si on arrive à régler un problème. En partant du principe qu'on le règle avec de l'intelligence artificielle, on préfère toujours le régler avec peu de données et un algorithme qui nécessite peu de calculs. Parce que déjà, ce sera plus durable, ce sera en plus simple à maintenir. Donc c'est une vraie question. Nous, on se la pose, je l'ai mis dans la... En fait, on a deux angles d'attaque côté avec, donc chez Total Energy. Dans la Digital Factory, il y a un axe qui est via la démarche que j'ai mentionnée avant, d'IA de confiance, qui est un peu large, mais là-dedans, il y a un pilier qui est... avoir des choses, justement, se poser la question de la parcimonie et pas surconsommer de la ressource inutile. Et après, on a une autre démarche qui est plus globale au niveau de nos développements informatiques, qui est quand Amandine a parlé de la notion de cloud, où nous, justement, on a toute une démarche de mesure à la fois des coûts et des émissions de CO2 induits par le calcul cloud pour après ajuster nos stratégies techniques en fonction de ça, quoi. Donc oui, de toute façon, le machine learning, data science, c'est... d'un point de vue pur calcul, moins efficient que le cerveau humain, ça c'est vrai. Du coup, il faut réfléchir quand est-ce que ça le complète bien, et quand on l'utilise pour le compléter, l'utiliser au mieux pour pas justement générer plus d'externalités que de bonnes choses. Donc c'est une bonne question. Attendez, on va demander à quelqu'un qui n'a pas encore posé de questions là. Thomas? Oui. Je voulais, en particulier sur Lutz, demander quel est le rôle de sciences quantiques ou de calcul quantique qui se développe actuellement, qui est un sujet aussi très chaud, dans vos approches. Est-ce que c'est quelque chose immédiat ou c'est un très long terme? Oui, honnêtement, je ne veux pas vous raconter, c'est loin de ce que nous on fait en, disons, mettre en place des solutions opérationnelles pour transformer la vie de nos collaborateurs et être plus efficace. C'est pas des choses qu'on déploie tout de suite. Donc c'est vraiment le regarder à la R&D et je saurais pas trop vous répondre voilà, précisément là-dessus. Pour l'instant, ça reste un projet R&D chez nous. Oui. Oui, bonjour et merci beaucoup. Donc ma question s'adressera à Amandine, mais en relation avec la réponse qui a été faite avec la question précédente. Par rapport à l'approche justement, on va dire, efficace et économique en termes de consommation d'énergie, de données, j'ai vu sur la frise que vous montriez
qu'il y avait d'abord quelques expériences qui avaient été faites, on va dire, à l'intuition du chimiste, ensuite des plans d'expérience, ensuite le machine learning et ensuite le bayésien. Et je voulais savoir si c'était vraiment cette continuité-là qui a été approchée, ou dans l'exemple que vous donniez, est-ce que vous utilisez uniquement le bayésien et vous avez 15 itérations pour obtenir le... Ok. C'est un peu technique, mais c'est vraiment en lien avec la... Oui, alors en fait, pour l'instant, on est en train d'essayer de comprendre finalement quel est le modèle le plus pertinent. Donc on a pris 2 modèles très simples et on les a appliqués tous les 2, donc avec un même set d'entraînement. D'accord, donc on utilise le premier set de données, ensuite on applique soit du bayésien, soit du random forest sur le système. Et voilà, est-ce que ça répond? Oui. Merci. Et ensuite, peut-être pour rebondir finalement sur la généralisation potentielle de cette approche-là, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on va chercher des sujets stratégiques sur lesquels appliquer ces méthodologies, mais c'est pas du tout la majorité du travail des chercheurs de l'entreprise. On est encore dans des phases de découverte et d'exploration de ces outils. Et de validation de leur utilisation, j'imagine. Oui. Merci beaucoup. Autre question? J'avais 2 questions à vous poser. Je voudrais savoir si l'intelligence artificielle est intimement liée avec la cybersécurité. Et puis en ce qui concerne nos élus, le gouvernement, parce qu'à une époque on avait raté le datagramme avec Louis Pouzin, je voulais savoir comment c'est perçu par nos députés, l'intelligence artificielle, et en ce qui concerne aussi la formation pour les jeunes. Bon, on verra ce soir avec la conférence de conclusion qui va répondre à ce genre de questions, puisque Villeni va nous parler de ce genre de choses, puisqu'il a fait un rapport pour le président de la République sur l'intelligence artificielle et donc sur les problèmes par rapport de liaison entre le politique et l'utilisation de la... Vous voulez porter une... Oui, juste parce qu'une partie de cette présentation, je l'ai fait au cours à Paris Tech, dans le programme qui s'appelle Athens. Et j'ai remarqué que cette année en particulier, les étudiants étaient extrêmement au courant, ou en tout cas très sensibilisés aux problématiques d'intelligence artificielle, et c'était déjà rentré dans les cours. Alors je faisais le remarque avant d'arriver, c'est qu'en général, il y a toujours un décalage entre, on va dire, les technologies qui sont utilisées dans les entreprises privées avant d'arriver dans l'enseignement pour préparer les nouvelles générations. Là, j'ai l'impression que c'est l'inverse. On a déjà dans les cours des étudiants des modules, je crois que vous en faites, déjà des cours, des modules qui ensuite leur permettent de comprendre des interventions d'industriels dans des cours comme celui-là. Donc là, je pense qu'on a, on n'est pas en retard, j'ai pas l'impression. Peut-être parce qu'on a aussi toute cette culture mathématique, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est une opportunité pour nos formations mathématiciennes, ça c'est clair. Ouais, si je peux compléter aussi par rapport à ce que j'avais mis un peu à la fin de ma présentation, ce qu'on cherche à faire pour donner plus d'outils et plus facilement accès aux données, c'est aussi parce qu'on voit que maintenant les jeunes ingénieurs qui arrivent dans le monde de l'entreprise, notamment chez Total Energy, c'est globalement des jeunes qui ont appris ça à l'école, qui savent coder, et ils ne peuvent pas comprendre qu'on ne leur donne pas facilement accès à des outils pour coder en Python, pour accéder aux données, pour être plus autonome. On ne peut pas leur dire c'est juste une caste de data scientist, au contraire. Et ça, c'est vraiment très bien, quoi. Et il faut accélérer ça encore, quoi. Autre question? Oui. Non, bon. C'était pour commenter. Attendez, juste peut-être un des présentateurs. Ensuite, on vous redonne la parole, monsieur. On vous redonne la parole, monsieur. Juste un commentaire par rapport à ce qu'il vient de dire. Non, non, c'est pas pour commenter. C'est une question à Laurent Chiot que je voudrais poser. Vous avez parlé de structures virtuelles dans votre base de données. Quel est le degré de similitude par rapport à la structure cible? Est-ce que vous vous éloignez beaucoup, ou carrément, ou très peu?
Franchement, c'est pas moi qui fais ces exercices-là. Après, il y a plusieurs niveaux de similarité. Donc, soit des similarités pharmacophoriques, comme j'ai montré, soit des similarités de forme qu'on module. J'ai pas de réponse précise. Parce que serait-il pas intéressant d'aller beaucoup plus loin à ce moment-là? Parce que bon, c'est un peu revenir à la pêche à la ligne, si vous voulez, d'une structure, aller à une structure beaucoup plus différente. Évidemment, ça multiplie le nombre de... On arrive à des nombres infinis après. Oui, mais on converge. Est-ce que c'est une orientation valable ou non? En fait, on converge assez rapidement sur des espaces connus, tout en prenant des espaces de plus en plus larges. Même quand on a des librairies, par exemple, de 10 puissance 20, quand on regarde la chimie qui est derrière tout ça, c'est presque de la chimie combinatoire. Ça ressemble à la chimie combinatoire, c'est-à-dire qu'en fait, on génère des grands nombres, mais en termes de... C'est peut-être ça d'ailleurs votre question, mais en termes de similarité, il y a... le nombre de réactions chimiques qui sont impliquées sont relativement faibles. On est dans l'évolution de la chimie combinatoire, mais là, cette fois-ci, virtuelle. Je peux passer le micro à M. Couder, s'il vous plaît. Oui, à moitié un commentaire pour rebondir et à moitié une question. Comment on fait? On parlait de formation initiale et je pense que c'est vraiment des techniques et un langage auquel on essaye, en tout cas... là où je suis, à former les jeunes, même ceux qui n'en pratiqueront pas à titre principal plus tard, pour qu'ils soient capables de comprendre, d'analyser, de lire, avoir un regard critique. Ma question pour vous, c'était plus d'un point de vue d'un groupe industriel, d'un point de vue R&D, comment on fait diffuser cette information, cette formation en interne, et comment on permet aux gens d'interagir, comme si on achetait un nouveau spectromètre, une nouvelle machine, un nouveau banc d'essai. On essaye d'impliquer un maximum de gens dessus, de faire des projets avec. Comment est-ce que ça c'est bien reçu et comment on favorise ça? Est-ce que c'est par plateforme? Est-ce que c'est avec un... Est-ce qu'on considère les data scientists comme un service auquel les autres ont recours? Qu'est-ce qui peut bien faire diffuser ça dans l'entreprise? Vous voulez que je réponde ou... Moi, je peux répondre un peu ce qu'on met en place chez Total Energy, et je suis d'accord avec vous que c'est un levier hyper important. Puis c'est un peu ce que je mettais dans mon rondio, la partie culture data. Donc nous, on a tout un ensemble d'actions. D'une part, on traite ça beaucoup avec la formation. Donc nous, on a à la fois des formations qu'on met en place plutôt d'acculturation, donc aussi pour que les gens qui sont pas des techniciens de la data puissent comprendre la donnée. Donc on le fait à la fois, on a des e-learning de diffusion massive pour tout le monde dans la compagnie. On a aussi des formations dédiées pour le top management, pour que lui aussi soit capable de comprendre et aussi pas toujours aussi de pas être naïf face aux fausses promesses de ces technologies. Donc c'est des choses, voilà. Donc on met des formations en place sur tous les niveaux, sur l'intelligence artificielle, sur la data science, sur le data management, sur tous les enjeux de la donnée. Donc ça, c'est le côté un peu formel. Et après, on travaille beaucoup, et je pense que plus je suis dans ce métier, plus je me rends compte à quel point c'est important. C'est tout ce qui est animation des communautés internes et des écosystèmes internes. Donc nous, de plus en plus, on a mis en place ce qu'on appelle des communautés de pratique, où les gens se rencontrent, et après des événements internes. Enfin, il y a vraiment une stratégie autour de ça. C'est hyper important de créer une émulation et un partage des savoirs, quoi. On a encore le temps pour une ou deux questions. Oui. Le monsieur au fond. Non, pas vous, derrière vous. Vous avez déjà parlé. Après, peut-être. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai compris donc que l'intelligence artificielle était un grand facteur d'accélération. Ça demande des investissements, donc, et j'aurais aimé savoir, en fait, qu'est-ce que ça représente au jour d'aujourd'hui dans la société française ou vos sociétés? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, où se trouve la France, que ce soit au niveau de la recherche ou au niveau de l'industrie, vis-à-vis des autres concurrents ou des autres pays, puisque ça demande certainement pas mal d'investissements.
Alors ça, je peux vous répondre pour la deuxième question. On estime qu'on a environ 15 ans de retard sur les... On a environ 15 ans de retard sur les États-Unis et une dizaine d'années de retard sur la Chine. Aujourd'hui, nous, en parfumerie cosmétique, on regarde ce qui se passe en Chine. Ils ont des temps de développement qui sont de 4 semaines contre 40 semaines à peu près pour les temps de développement de l'industrie. Donc en fait, il y a des investissements à faire, mais c'est surtout des gains de compétitivité derrière qui sont indispensables parce que sinon on est sur des... Ce que je disais, voilà, on est sur du time to market qui est beaucoup trop long et on n'a pas la réactivité et on n'a pas la compétitivité derrière qui va avec. Donc les investissements, en fait, ils sont juste indispensables aujourd'hui pour arriver à tenir la compétitivité de nos entreprises. Oui, mais est-ce qu'on parle du même produit? Parce que les Chinois, quand ils mettent un parfum sur le marché, c'est pas la même chose que quand c'est un parfum français qui est mis sur le marché, avec tout ce qu'il y a derrière. Oui, aujourd'hui, ils n'ont pas forcément le savoir-faire. En parfumerie cosmétique, notamment les Chinois ne se parfument pas, donc c'est des choses sur lesquelles ils commencent à s'y mettre. En fait, culturellement, un Chinois, s'il se parfume, c'est qu'il a une mauvaise odeur à cacher, donc c'était mal vu. C'est en train de changer, ils sont en train de se mettre sur les parfums de niche. Voilà, maintenant, aujourd'hui, un parfum, c'est en train de devenir une carte d'identité olfactive et un facteur de différenciation. En fait, les choses évoluent rapidement. Et la réponse pour le coût pour l'entreprise de l'investissement dans l'intelligence artificielle? Les coûts là, qui sont très importants, c'est les espaces de calcul, en particulier donc, les clouds. Et là, plus on développe des outils pour faire des calculs de plus en plus importants, et plus on a des coûts importants. C'est vraiment assez phénoménal, l'utilisation des clouds Amazon et autres. Et là, je sais pas si on peut aller beaucoup plus loin que... C'est ça que moi, qui apparaît comme étant les coûts les plus importants. Le reste, les algorithmes, développer les algorithmes, c'est pas des technologies qui demandent beaucoup d'investissement. Hein. C'est l'ordinateur, c'est les formations, c'est les étudiants, les thèses. On a beaucoup de thèses dans le domaine, en particulier avec l'écosystème parisien. S'il vous plaît, l'étage là-haut, vous êtes très bruyant, on s'entend plus. On parle des étudiants en plus. Et donc voilà, pour moi, ce qui sort en ce moment comme étant une limite, c'est, sauf si on dégage des serveurs, comme il peut exister par exemple au CEA, choses comme ça, si on passe par l'approche cloud, là on fait face à des sommes assez importantes. Est-ce que je peux vous poser une question à ce propos aussi? C'est la difficulté que je rencontre auprès de beaucoup d'entreprises à recruter et à trouver des gens compétents pour pouvoir travailler dans ce domaine. Il semble qu'on soit en déficit total en ce moment et qu'il y a très peu de... Je dirais pas ça, je dirais que les gens compétents, on en a beaucoup. La preuve, c'est qu'il y a des gens il y a eu des formations qui permettent... Mais par contre, c'est les revendications salariales qui sont très importantes. On a des niveaux de salaire qui sont demandés par des jeunes qui sont très importants. Donc là, il faut complètement repenser nos pyramides salariales parce que avec cette... C'est une espèce, entre guillemets, excusez-moi, c'est une espèce de buzz aujourd'hui. Donc là, il y a tout un marché, si vous voulez, qui s'est mis en place. Et les étudiants sont, enfin, les candidats sur les postes qu'on peut ouvrir, ils sont là, mais ils sont très... Oui, j'ai des exemples dans l'industrie où il y a des jeunes qui ont démarré et puis qui ont été attractés, je ne dirais pas les noms, par les grands Américains qui travaillent là-dessus et qui proposent des salaires qui sont 3 à 4 fois supérieurs à ce qu'on peut leur proposer en France. On peut tourner à 200-300 kg. Ouais, c'est la folie. Merci pour vos présentations. J'avais juste une question pour rebondir sur les précédentes remarques. Quid de la propriété des algorithmes? Parce qu'on a parlé du deep learning notamment, et des algorithmes de vision par ordinateur, où les GAFAM sont notamment, alors je veux dire entre guillemets, propriétaires de leurs algorithmes, parce que leurs solutions ne sont pas vraiment... La licence sous laquelle ils le proposent est plutôt libre, mais ils ont des historiques de verrouillage de leurs solutions techniques une fois qu'elles ont été adoptées. Je pense à Faster RCNN, Meta ou d'autres algorithmes de Google. Quid de cet investissement qui pourrait être à réaliser si jamais ces solutions devenaient à être payantes, notamment pour des utilisations commerciales? Pour moi, c'est pas là qu'est dans le contexte de la propriété intellectuelle qui est le plus grand problème. C'est quand un ordinateur génère des structures, est-ce que ensuite celui qui les réalise a une contribution inventive? Et aujourd'hui, on a des grands débats avec nos
ingénieurs brevets pour déterminer quel est finalement l'inventivité du chimiste quand il a travaillé avec des algorithmes génératifs. Les algorithmes, autrement, on en développe en interne, hein, j'ai montré des exemples. Donc c'est pas ça qui nous pose le plus de problèmes, hein. On peut générer nos propres outils sur la base d'équations éventuellement ou de choses qui sont déjà connues. Et les algorithmes, on les protège par le secret interne, point. Hein. Il n'y a pas besoin pas de brevet, il n'y a rien. Bah si, on commence à breveter des... Si. Là, les exemples que j'ai donnés là, sur le génératif, on a déposé des brevets. Mais pourquoi? Vous pouvez les garder en secret interne? Oui, mais justement, c'est les ingénieurs brevets qui nous ont poussés pour le faire. Ah bon? Bon, ben, merci. Merci pour toutes ces présentations. Nous allons maintenant passer à une autre partie de notre journée avec la remise des prix. Je vous remercie tous et à bientôt. Merci.